Alors, l'objectif général de ce symposium, ce sera, ce qui semble logique au début d'un congrès sur l'addiction et la société, de se demander qu'est-ce qu'une addiction. Évidemment, ça peut sembler évident pour la plupart d'entre vous, vous travaillez dans les addictions, et si je vous parle d'addiction à l'alcool, probablement tout le monde sera capable de définir ce qu'est une addiction à l'alcool. Mais ce qu'on a vu comme évolution dans le champ des addictions dans ces 10 ou 20 dernières années, c'est l'évolution et l'apparition de comportements qu'on va appeler addiction comportementale, ou en tout cas de comportements excessifs sans substance. Et ce qu'on remarque dans le champ de la recherche, mais probablement aussi de la clinique, c'est que finalement, ce qu'on croyait être les critères qu'on a établis pour les addictions aux substances, on les a dans un premier temps appliqués directement aux addictions comportementales ou aux comportements excessifs. Et ça a rapidement posé question, parce qu'on se rend compte, et ce sera abordé par Maëva Flayel, que appliquer simplement les critères d'addiction aux substances aux addictions comportementales ou aux conduites excessives, ça ne marche pas bien. Donc une première question de ce symposium sera: est-ce que ça a du sens et comment on peut appliquer les critères des addictions comportementales, des addictions aux substances vers les addictions comportementales? Mais une seconde question qui est peut-être moins posée, c'est comment la réflexion qui est en cours sur les addictions comportementales et les nouveaux critères ou la nouvelle façon de les aborder qui naît dans la littérature et dans les pratiques cliniques peuvent venir nourrir à nouveau les critères d'addiction aux substances et re-questionner finalement la notion qu'on croyait établie d'addiction classique, d'addiction aux substances. Donc c'est vraiment ces deux questions qu'on va aborder. Et donc comment va-t-on le faire? Je vais commencer par tenter de définir, vous rappeler, vous informer de comment on définit une addiction en 2022. Et en fait, je ne vais pas le faire tout seul parce que ça va être à vous de bosser un peu. Parce que finalement, vous êtes relativement passif jusqu'ici. On ne peut pas dire que vous fassiez, sans offense, mais que vous fassiez grand-chose. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer de participer et de vous donner, d'être les héros, ça c'est un peu pour vous motiver, mais de cette première partie, pour réfléchir ensemble à ce qu'est une addiction et quels sont les critères d'une addiction. Ensuite, Maëva abordera le nouveau paradigme des addictions comportementales, donc comment on peut conceptualiser ces addictions, et je le mets entre guillemets, et on verra que finalement il y a peu d'addictions comportementales qui sont réellement considérées à l'heure actuelle comme des addictions. Et puis Philippe de Timary reviendra sur le retour des addictions comportementales et des débats qui sont associés vers les addictions aux substances et ce que ce débat peut ramener à ces addictions. Pour commencer, donc, vous allez devoir travailler, comme je le disais, vous pouvez sortir vos portables et scanner ce QR code qui va vous amener vers un écran sur lequel vous pourrez définir la question que je vais vous poser pour entrer, c'est comment on définit une addiction. En d'autres termes, selon vous, quel est le critère, ou les critères majeurs pour déterminer qu'un patient qui vient chez vous, qui consulte chez vous, a une addiction? Quels sont les critères? Vous pouvez évidemment en donner plusieurs. Et donc l'idée ici, c'est d'identifier ce qui pour vous est caractéristique d'une addiction. Quand le patient arrive, vous dites là, oui, il a cette caractéristique-là, il est donc addict. Faites-vous plaisir, mais faites-vous plaisir vite parce que on a 3 minutes. Moi, je suis connecté, regardez ça. Ça, c'est déjà toutes les réponses. Donc, il y a a priori du réseau. J'ai des réponses, en tout cas. Voilà le nuage de mots qui apparaît. Vous pouvez toujours continuer, on pourra potentiellement y revenir par après. Mais donc, ce qu'on observe globalement, ce qui revient au centre, et c'est bien, c'est la perte de contrôle, la souffrance. Donc évidemment, plus la taille de police est importante, plus les gens ont répondu dans ce sens. Les conséquences négatives, etc. Donc on voit finalement ici, sans entrer dans trop de détails sur vos réponses, que vous avez finalement des conceptions qui sont, alors évidemment, qui sont diversifiées, mais qui ont une forme de cohérence dans la définition
de ce qu'est une addiction. Donc vous voyez, il y a évidemment beaucoup de choses, mais ce qui ressort, c'est perte de contrôle, souffrance et conséquences, certainement. Donc vous pouvez définir ce qu'est une addiction. Pour aller un peu plus loin dans ce jeu de définition, encore une fois, si je vous demande de définir qu'est-ce qui est une addiction, probablement que vous allez me dire la dépendance à la nicotine, à l'alcool ou à la cocaïne sont des addictions. Mais pour introduire au champ des addictions comportementales et des débats qui sont nés dans ces addictions, je vais vous présenter rapidement une série d'articles scientifiques. Donc tout ce que je vais vous présenter sont des articles dans lesquels des chercheurs ont fait l'hypothèse que tel comportement pouvait conduire à une addiction. Addiction au sport, par exemple, et là on a quand même une vaste littérature. Addiction, est-ce que les troubles du comportement alimentaire sont une addiction? Et essayez déjà de vous faire un avis, parce que vous devrez le donner dans exactement 14 secondes. Est-ce que l'anorexie, est-ce que la boulimie sont à conceptualiser comme des addictions? Et puis on complexifie un peu, est-ce que le tango argentin et pratiqué en excès peut conduire à une addiction, ceci étant un réel article scientifique où les auteurs postulaient que le tango argentin était un phénomène potentiellement addictif. Et puis, mon préféré, est-ce que le fait de tricoter, est-ce que le tricot peut être une addiction comportementale? Alors, je ne vais pas vous donner mon avis, parce que je n'ai pas envie de me faire des ennemis dans le milieu, mais par contre, je vais vous demander maintenant, toujours selon le même principe, de me dire, globalement, si vous rescannez ce QR code, vous allez être sur autre chose, de me dire, globalement, si vous pensez que les comportements que je viens de vous présenter sont des comportements qui peuvent conduire à une addiction. Donc vous cliquez si, pour vous, c'est un comportement qui conduit à une addiction. Alors, qu'avons-nous? Bon, on est globalement d'accord. Alors, il y a certainement une personne sur les 44 qui considère que la consommation de tabac, d'alcool ou de cocaïne ne conduit pas à une addiction, et on peut évidemment débattre de ça. Je ne sais pas si cette personne veut s'identifier et se faire atomiser par les 99 autres, c'est un choix. Okay. Si pas, on continue. Le sport, il y a déjà plus de discussions, 80%, et puis on arrive pour l'anorexie ou pour les troubles alimentaires à une 52%, alors que seulement 27% d'entre vous considèrent qu'on peut être addict au tricot. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas considéré le tricot comme une addiction potentielle peut dire pourquoi rapidement? Allez-y, vous levez la main. Oui. Ah, des pulls ou des écharpes? Oui, le tricot a des conséquences positives, ça on peut tomber d'accord là-dessus. Merci pour ce témoignage hivernal. Quelqu'un qui a considéré que ça pouvait conduire à une addiction, pourquoi? Ne faites pas semblant, il y en a. Hein, ou alors vous... Oui. Okay, donc c'est la place dominante prise par le tricot. On voit le débat que je fais ici, c'est un débat qu'on a dans la littérature et qu'on a donc aussi en pratique clinique. Et la question qui se pose, c'est est-ce que n'importe quel comportement peut devenir un comportement addictif et être défini comme tel? Et donc si on revient à la conception maintenant du consensus scientifique actuel, eh bien ce qui domine, vous l'aurez probablement remarqué dans le champ des addictions, c'est une approche biomédicale avec l'idée, de manière générale, pour les modèles dominants, que quand on prend une décision, on a un équilibre entre deux systèmes cérébraux, un système d'impulsion, qu'on peut assimiler au système de la récompense notamment, qui va initier l'action, et un système de contrôle qui va réguler cette action. C'est-à-dire chaque fois que vous devez prendre une décision, eh bien, il y a votre système d'impulsion qui dit « fais ce comportement » et le système de contrôle qui parfois vient dire bah, « ne le fais pas » ou « contrôle-toi un petit peu ». Et les comportements, ça c'est chez le sujet sain, les comportements équilibrés, c'est toujours une balance décisionnelle entre ces deux systèmes. L'addiction étant alors conceptualisée comme à la fois une augmentation
d'activation d'un système d'impulsion, c'est-à-dire on a plus envie de consommer la substance ou de faire le comportement, et à la fois une réduction de la capacité à réguler cette action, à inhiber ce comportement, à ne pas consommer quand le contexte n'est pas propice. Ces modèles, qui sont des modèles psychologiques, sont en fait basés sur des corrélats cérébraux, avec l'idée, je ne vais pas vous embêter avec le cerveau, mais c'est pour vous dire que c'est une approche qui est très biomédicale, avec un système plus frontal en bleu ici, qui est le système de contrôle, et un système sous-cortical, le système de récompense, en vert, qui est le système d'impulsion. Et donc toute l'évolution, en tout cas du consensus scientifique sur ce qu'est une addiction, a été fortement influencée, sinon exclusivement influencée, par cette approche biomédicale. D'ailleurs, si vous prenez les deux grandes classifications qui sont à la base du diagnostic, le DSM-5 et l'ICD-11, eh bien on voit que dans ces approches, les aspects cérébraux et neuroscientifiques sont au centre. Donc on identifie là 10 classes de substances, mais on voit que dans la définition même de l'addiction, eh bien on entend parler de système de la récompense, on entend parler de mécanismes pharmacologiques, et on entend parler de mécanismes cérébraux inhibiteurs. Donc les deux systèmes que je vous ai présentés et leur base cérébrale sont vraiment centrales dans la définition. Et on n'y pense pas toujours quand on lit ces définitions, mais les critères même de l'ICD-11, qui est la classification la plus fréquente, sont des critères qui vont être basés sur cette approche cérébrale. Pour être addict, on va avoir au moins 2 critères majeurs parmi 3. La priorité accrue à l'usage de la substance, c'est-à-dire la substance ou le comportement devient quelque chose de dominant par rapport à d'autres activités et à des conséquences néfastes. Le deuxième critère, c'est la perte de contrôle, et vous l'avez identifié précédemment, c'est-à-dire qu'on a une consommation qui est excessive, trop fréquente, trop intense, ou pas adaptée au contexte, donc on perd le contrôle sur son comportement. Et le troisième critère sont les aspects physiologiques, avec le tolérance, le sevrage, etc., qui indiquent une neuroadaptation. Et donc ces critères, qui sont censés être des critères applicables par tout le monde, des critères diagnostiques, sont en fait, là aussi, des critères qui sont très centralement issus de l'identification des deux systèmes, puisque la priorité accrue, c'est l'augmentation d'activation du système de récompense, et la perte de contrôle, c'est la réduction d'activation du système frontal. Donc globalement, on est dans une situation où les critères psychiatriques ou psychologiques sont largement, sinon exclusivement, déterminés par des observations cérébrales. Tout irait bien si tout ça fonctionnait. Le problème, c'est que ces critères diagnostiques posent question. Ils sont évidemment issus d'un consensus toujours temporaire, bien entendu, mais on a de plus en plus de critiques qui émergent pour dire qu'il y a des problèmes dans la façon dont on diagnostique les addictions actuellement. Un premier problème, c'est qu'on est évidemment toujours dans l'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'on va demander au patient s'il remarque une perte de contrôle ou s'il correspond à ces critères diagnostiques. Et on voit, très brève description d'un cas, que globalement, si le patient considère qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de perte de contrôle, qu'il n'y a pas de priorité accrue, eh bien le diagnostic va conclure au fait qu'il n'y a pas ici de dépendance à l'alcool, alors que la personne consomme de manière largement excessive. Donc évidemment, il y a toujours le problème de l'auto-évaluation. Un autre problème de ces critères, c'est qu'on parle d'effets néfastes, mais ça va dépendre fortement du contexte. Typiquement, dans les critères diagnostiques, on parle d'effets néfastes sur la vie professionnelle ou sur la vie relationnelle. Si vous êtes retraité et seul, eh bien, il est possible que votre consommation de substances pose finalement beaucoup moins de problèmes, et donc que vous n'ayez pas ces critères diagnostiques. Les variations culturelles d'évidence, la façon dont on va déterminer la perte de contrôle pour la consommation d'alcool, mais aussi d'autres substances, va être largement dépendante de la culture dans laquelle vous êtes. Perdre le contrôle de sa consommation d'alcool en Afghanistan ou en Belgique, vous pouvez vous rendre compte que ce n'est pas exactement la même chose. Mais surtout, peut-être le problème majeur dans les critères diagnostiques tels qu'ils existent actuellement, c'est leur utilisation en contexte clinique. Qui ici, juste en levant la main, parce que moi je ne vais pas vous obliger à vous lever à chaque fois, qui ici utilise quotidiennement ou fréquemment les critères du DSM ou de l'ICD pour diagnostiquer les patients? Okay.
Une personne. Merci, professeur Sescous, pour cette intervention. Donc, très peu de gens, et c'est un problème. Il me semble que c'est un problème parce que ces critères sont supposés déterminer la présence ou non de la pathologie. Et donc, on devrait se dire que si ces critères ne sont pas présents, le patient ne doit pas être pris en charge. Or, visiblement, et c'est tout à fait logique que vous fonctionniez comme ça, vous n'appliquez pas ces critères pour diagnostiquer la présence d'un trouble. Un autre problème, c'est l'application de ces critères aux addictions comportementales, c'est-à-dire est-ce qu'on doit transférer simplement les critères des addictions aux substances, dont on voit qu'ils posent problème, vers les addictions comportementales. C'est globalement ce qu'on a fait jusqu'ici, et dans l'ICD et le DSM, encore une fois les classifications les plus fréquentes, on a uniquement 2 addictions comportementales reconnues, à savoir le jeu pathologique et l'addiction aux jeux vidéo. Donc, selon les critères et les classifications actuelles, si vous avez une personne qui utilise de manière excessive son téléphone, qui est dépendant au travail, au shopping ou au sexe, eh bien, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un diagnostic psychiatrique valide par rapport à ces personnes, puisque ces diagnostics ne sont pas reconnus par les classifications actuelles. Avec là aussi, pourquoi le jeu pathologique et l'addiction aux jeux vidéo et pas d'autres addictions? Eh bien, majoritairement parce que les bases neuroscientifiques qui sont disponibles montrent que dans le jeu pathologique et les jeux vidéo, on a des modifications cérébrales qui sont assez parallèles à celles qu'on observe dans les addictions aux substances et que c'est moins validé ou exploré pour les autres addictions. Donc toujours ce rôle central des aspects neuroscientifiques. Évidemment, il y a toujours des énormes débats dans la littérature, que ce soit par exemple pour les jeux vidéo, donc cette acceptation de l'utilisation du jeu vidéo ou du jeu comme une addiction est toujours largement débattue. Et donc pour vous faire intervenir une dernière fois et faire la transition vers la présentation de Maëva, je vais juste vous demander quel est pour vous le critère majeur pour déterminer une addiction comportementale. Donc globalement, vous pouvez rescanner le code. Je vous ai donné là une liste prédéfinie, mais quand vous êtes face à une personne qui a un comportement excessif, jeu, shopping, travail, quel est pour vous le critère majeur pour déterminer la présence de cette addiction comportementale ? Donc là aussi, ce qu'on voit globalement, c'est que il y a des gens qui se moquent des critères diagnostiques et je pense que c'est une assez bonne réponse, mais que quand on réfléchit aux critères classiques, eh bien, la perte de contrôle ou les conséquences personnelles et interpersonnelles sont des aspects centraux. Largement derrière, par exemple, les indicateurs pharmacologiques qui sont pourtant des critères majeurs dans le diagnostic actuel. Et donc pour conclure sur cet aspect, ce que je voulais dire ici pour ouvrir le débat, c'est que évidemment on a des critères diagnostiques qui sont établis d'assez longue date pour les addictions aux substances, mais gardez à l'esprit qu'ils sont toujours problématiques, ils ont des limites et ils sont encore débattus. Et le problème majeur est probablement qu'on a des critères qui ne sont pas encore très établis pour les addictions comportementales, ce qui rend difficile potentiellement l'identification du trouble, mais aussi sa prise en charge et la reconnaissance de ce trouble. Et donc ce qu'on va faire dans la suite de ce symposium, c'est d'une part réfléchir aux critères spécifiques aux addictions comportementales et aller au-delà de l'approche confirmatoire qui consiste simplement à prendre les critères des addictions aux substances et à les appliquer aux addictions comportementales. C'est ce que fera Maëva. Et puis, en un second temps, peut-être voir comment on peut bénéficier de la réflexion actuelle sur ces addictions comportementales pour les rendre utiles à la clinique dans les addictions aux substances également, et pour repenser l'addiction aux substances, et c'est ce que va faire Philippe de Timary. Et donc je passe tout de suite la parole à Maëva pour les aspects addiction comportementale. Merci.